les défis. J'en ai identifié 8, 10 qui me paraissent essentiels, même s'il y a des milliers de défis. Le premier défi, c'est le défi de la pauvreté. Ces défis, nous pouvons l'apprécier et l'examiner à partir de plusieurs agrégats, dont l'agrégat classique, les PIB. Le PIB global, mais aussi les PIB par tête d'habitants. Quel est le PIB de la RDC? Nous en parlerons. Quelle est la portion qui revient à chaque Congolais? Les Congolais vivent avec combien par jour? Ici, la répartition du revenu s'est faite de manière égalitaire, ce qui n'est pas le cas, mais nous prenons cette référence pour question d'analyse. Le deuxième défi, ce n'est pas en termes d'ordre d'importance, hein, parce que finalement, tous les défis se tiennent. Il n'y en a pas qui soient plus importants que d'autres. Le deuxième défi, c'est le défi du chômage. Le troisième, le chômage, nous en parlerons tant en termes d'ampleur qu'en termes de l'évolution, en ayant en parallèle, par exemple, le chômage dans votre État. Qu'est-ce qui les caractérise? Quelle est la différence quantitative, mais aussi qualitative, avec la Belgique, les pays développés, mais aussi avec nos pays africains? Le quatrième défi, c'est celui d'intégration de l'économie. Est-ce qu'on a une économie intégrée, aussi bien au reste du monde qu'à l'intérieur, en son sein propre? Nous venons de parler de la matrice interindustrielle. Le cinquième défi, c'est le défi des infrastructures. Je posais la problématique de l'existence de la nation en tant que communauté intégrée et échangeant avec elle-même. Avons-nous des routes? Avons-nous des chemins de fer? Est-ce qu'une économie peut-elle exister sans route, sans chemin de fer? À supposer même qu'on bombarde tout ce que nous avons comme industrie ici, sur les Congos, que ces industries pourraient fonctionner dans un pays où il n'y a pas de route, voie de communication, mais surtout les autres infrastructures de base, à savoir l'eau, l'électricité. Défi des infrastructures. J'en suis à la sixième, si je ne me trompe, parce que j'ai choisi d'en parler trois. Bon, il y a les défis de leadership politique, mais aussi social. La force des États ici et des gestionnaires des États, c'est des partis politiques ici, dans le pays avancé. Quelle est la taille de nos partis politiques? Taille en termes d'ancrage sociologique, mais en termes aussi des résultats sur la représentation nationale, qui incarne la souveraineté du peuple. Que vaut l'UDPS? Que vaut le PPM? Qualitativement, en termes de vision politique, de projets de société. Quantitativement, en termes de pourcentage d'électorat au sein de l'Assemblée nationale, mais aussi du Sénat. Quelles valent nos coalitions? Tout à l'heure, on parlait du dialogue. Il y a une des tribunes où j'ai parlé de la RDC disant qu'il s'agit d'un royaume des aveugles conduit par des borgnes. Nous en parlerons pour dire que même les dialogues dont nous parlons, c'est un dialogue des borgnes. Des gens qui ne méritent pas de diriger cette nation-là. Il s'agit de nous, quand je parle de ça. C'est-à-dire qu'il y a comme une défiance entre le peuple et nous. On sait qu'il ne nous a pas donné ses suffrages. Je parle des principaux partis politiques. Le peuple a jeté ses suffrages. Je me pose la question, si en les faisant lui-même existe, parce qu'il se pose un problème de fédération de ses idées, de son projet, à travers le parti politique, fédération qui n'a pas lieu, qui fait que le grand parti, ou soi-disant grand, pose problème. N'ont pas l'électorat avec eux. C'est d'ailleurs ce qui fait que tous ils veulent bien, j'allais dire le dialogue, mais surtout la transition. Parce qu'ils sont en désaccord avec le peuple. Nous y reviendrons. Je crois que c'est plus ou moins ça. J'ai omis quelque chose, je n'ai même pas regardé. Alors revenons en commençant par le premier défi. Le défi de la pauvreté, on peut le mesurer par le PIB. C'est un agrégat sur lequel nous pouvons nous mettre d'accord parce qu'il concerne toutes les nations. C'est comme ça que l'économie, de manière générale, les économistes, les doctrinaires, les hommes politiques mesurent les niveaux d'économie en termes de production que chaque économie génère, mais aussi la quantité qui revient
à chaque citoyen en moyenne, en supposant que la répartition est égalitaire. Alors ici, je voudrais, avant de situer les Congos, internationalement, en termes de son PIB global, mais aussi par tête d'habitants, commencer par une référence que je considère comme absolue jusqu'à nouvel ordre, à savoir la richesse des pays développés. Les États-Unis ont un PIB de 17 000 milliards. J'aime beaucoup les chiffres ronds parce que, excusez-moi, je suis habitué à communiquer avec la base et que je n'aime pas trop les détails, c'est difficile à traiter. Donc j'ai dit les États-Unis ont un PIB de 17 000 milliards. La France, c'est 2 800 milliards. La Belgique, c'est 530 milliards. L'Allemagne, c'est 3 800 milliards. Mettez euros ou dollars, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est l'ordre des grandeurs qui nous intéresse. La Norvège a un PIB de 500 milliards. Mais rapporté à leur population, quelle est la fraction par citoyen? Les Américains, ils sont 320 millions. Quand vous faites la division, vous avez 54 600 $1000 par Américain. Les Français, ils sont 67 millions. Vous divisez les 2830 milliards, et vous avez 42 000 par Français. Et si vous voulez, je peux avancer en divisant cette tranche annuelle, ces revenus annuels, ou cette consommation, ou cette dépense par citoyen, des Américains divisant par 365 jours. Un Américain vit avec 150 $ par jour. Évidemment, ici, il faut multiplier par 10. Ici, il s'agit du revenu qu'on gagne en intégrant toutes les prestations. Les revenus qu'on gagne, les prestations de l'État, services publics, sécurité, transport, électricité, toute la partie subventionnée par l'État plus ou moins. Un Français vit avec 115 $ par jour, un Belge avec 130 $ par jour, l'Allemagne c'est plus ou moins la même chose, la Norvège descend 75 $ par jour. Bien que le PIB du Norvégien, de la Norvège est inférieur, mais c'est la population qui est d'autant plus petite que le gâteau qui revient à chacun est plus important. Donc le niveau de vie, j'entends, théorique. Alors, regardons un peu ce qui se passe chez des pays pauvres, dont la RDC. L'Afrique du Sud a un PIB de 350 milliards de dollars et ils sont 54 millions. L'Angola, c'est 124 milliards. Ils sont 21, 22. C'est plus ou moins les cinquièmes, j'allais dire le quart du Congo en population, mais aussi sur le demi du Congo en espace géographique. Espace à mettre en valeur. Les Nigérians, 570 milliards, c'est la plus grande économie. Mais seulement, ils ont un niveau de vie, les Nigérians, c'est 3250 $, parce qu'en fait, ils sont 178 millions comme population. Congo-Brazzaville, ils sont 13 milliards. J'anticipe pour dire que le Congo-Kinshasa, c'est 40 milliards. Donc, Congo-Brazzaville entre dans les Congos en termes de production globale 4 fois. J'exagère, c'est 3 fois et demi ou 3 fois. Mais seulement, les Congolais d'en face, puisqu'ils sont que 4 millions, ils sont à 4 500 000. J'ai arrondi, ben, ils ont un PIB par tête d'habitants de 3200 $. Et nos frères d'en face vivent avec 9 $ par jour, en moyenne, pour autant que la répartition est égalitaire. Je sais que nous le savons tous, il y en a qui ont plus, il y en a qui ont moins. Le Cameroun, le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Rwanda, la petite Rwanda. Ah oui, mais il y a Kéba parce qu'on n'a pas la souveraineté, on n'a pas la défense. Il y a du Kéba. Je ferai attention la prochaine fois. Bien. Et donc, en moyenne, les Africains
l'ensemble, disons, sur ces échantillons, je l'espère, représentatifs, sont autour de 3, 4, 5 dollars par jour comme revenu, mais le Congo est à 1,45 $. Son PIB est de 40 milliards, plus ou moins aussi important que celui de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, plus ou moins, au-dessus de la Zambie, qui a 26 milliards, mais on est en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil, c'est 2 dollars ou 1,80 $. Voilà les défis pour le Congo en ce qui concerne la pauvreté. On aurait pu prendre d'autres repères d'appréciation, mais je me suis limité pour simplifier à ça, pour montrer où se situe le Congo. Donc c'est un défi. Le quatrième défi, c'est le défi de la faillite de l'État. Un État peut être développé, mais être en faillite, avoir des comptes en déséquilibre, les comptes publics. Un État peut être pauvre et être en faillite. Le Congo est en faillite, mais il s'agit de la faillite des pauvres. Les pauvres ont le malheur de ne pas être conscients de sa pauvreté et de sa faillite. Voyez-vous, un pays riche en faillite, c'est comme la Grèce. J'espère qu'elle est en train d'en sortir. Un pays développé, mais dont les comptes publics ne sont pas en équilibre, en commençant par les comptes sociaux. Le Kenya, c'est un pays pauvre, mais qui est en équilibre du point de vue de ses finances publiques et de son secteur public. Le Congo, en plus de ce qu'il est pauvre, il est en faillite. Faillite en termes d'incapacité, d'insolvabilité pour payer une partie de son personnel public. Sachez que dans l'enseignement primaire et secondaire, 60-65% seulement d'enseignants sont payés. Les autres ne sont pas payés. J'ai laissé cette situation. Hein. C'est un héritage. Et puisqu'à chaque fois, il faut recruter d'autres, parce que le besoin des prises en charge scolaires augmente avec les éléments démographiques que je viens d'indiquer. Et il y a de plus en plus d'enseignants qu'on recrute qui ne sont pas mécanisés et payés à cause de la faillite de l'État en termes de son budget en rapport avec l'enseignement primaire et secondaire. Au-delà de non-respect dans l'exécution de ces budgets, il n'y a que il est petit. Faillite en termes par rapport à son administration, l'incapacité d'abord à mobiliser les ressources, et quand même les ressources sont mobilisées, la difficulté à respecter la mise à disposition des fonds au profit de l'administration publique. Mais aussi en faveur des provinces. Je vous dis que toutes nos provinces sont en faillite. Faillite. Les entités décentralisées, n'en parlons même pas. C'est-à-dire les entités subalternes relevant des compétences des provinces à travers la rétrocession que nous libérons difficilement, sinon pas. Et aussi à travers le fait que les provinces elles-mêmes, en termes de recettes propres, elles ne libèrent pas ce qu'il faut. Déséquilibre, vous êtes déjà au niveau des agrégats équilibrés. Je suis obligé d'aller, on m'a donné 10 minutes. Je vais parler du leadership, je vous épargne. J'allais dire un mot sur la structure, pour montrer les faibles niveaux d'intégration des nœuds économiques. J'aurais pu parler de la structure de nos exportations pour montrer que notre pays n'exporte qu'un produit, sinon deux, et qui représente sur les recettes d'exportation 97%, et que le secteur industriel il est embryonnaire, qui n'exporte rien. Nous n'avons pas d'agriculture d'exportation, etc. Et qu'il suffit que le cuivre, qui est l'unique, de toute façon, tous les produits de base, il suffit de la baisse, parce que là, nous dépendons de l'économie internationale. Il suffit que cette économie fasse des caprices ou ait des difficultés. Nous subissons les coûts, un choc qu'on appelle traditionnellement choc exogène. J'ai voulu aussi vous parler on n'a pas le temps de vous parler de la structure de notre croissance et puis sa qualité. Pour dire que le pays n'est pas résilient, que le pays est vulnérable. Il nous faut un partenariat avec les FMI et la Banque mondiale, c'est leur mission. On n'aura pas eu le temps, je parle du leadership. Si vous pouvez montrer les statistiques qui montrent la taille de nos partis politiques et la défiance avec le peuple, l'absence des corps intermédiaires qui fragilisent le pays et qui fait d'ailleurs qu'à chaque fois on a des crises politiques récurrentes. Voilà.
Ça, c'est les résultats des élections 2011. Les PPRD, qui est le principal parti du pays, mais aussi de la majorité ensuite du pays, aujourd'hui, sur 500 députés, ils n'ont que 62 députés, soit 12,4 de l'électorat. Suivi du MSR, qui a quitté 27 sièges sur 500. Ça signifie que les MSR ne pèsent que 5,4. Celui du PALU, mon parti, 17 sièges, soit 3,4, AFDC 3,4, AP 3,2. Donc la coalition au pouvoir, ou tout moins ce qui en reste, ne pèse que 27% de l'électorat. Et donc n'a pas la majorité. Elle a dû donc obtenir l'allégeance des petits partis à comment je puis dire, à un député, deux et des indépendants pour constituer une majorité. En fait, comme vous le voyez, est terme hétéroclite et éclectique. Il ne peut pas donner les gages de la stabilité de l'institution, mais en tout cas, une unité de commandement et donner une orientation, tellement il y en a plusieurs, ou tout au moins il n'y en a pas. Alors, l'opposition, le principal parti de l'opposition, l'UDPS, 41 sièges, 8,2. Le MLC, 22 sièges, 4,4. L'UNC, Vital Kamerhe, 17 sièges, soit 4. L'opposition au niveau des principaux partis n'est presque 14%. Donc tous ces messieurs qui font du bruit et que nous... Je suis de ceux-là, tout au moins je présume parce que je suis de la classe politique. Opposition, majorité, vous le mettez ensemble, ils ne sont pas représentatifs du peuple congolais. Dans les bonnes démocraties ou des vraies démocraties, deux principaux partis, c'est-à-dire le parti de la majorité, le parti de l'opposition, s'ils sont ensemble, c'est le cas en Angola, au Congo-Brazzaville, l'Afrique du Sud, etc. Si deux partis, opposition et majorité, sont ensemble, peuvent décider de l'avenir du pays. Et si vous les mettez tous ensemble, les grands partis, supposés ou supposés d'elles, ils ont moins de la moitié. Ça signifie que l'autre moitié, un peu plus que la moitié, représente des partis à qui le peuple a jeté le voix par défaut. Ça signifie que les principaux partis n'ont pas une vision fédératrice, respectivement ou collectivement. Ça signifie qu'il y a un problème de gouvernance. Ça signifie que ces gens-là sont conscients de la déficience en rapport avec le peuple. D'où la tendance à la fin des échéances de plutôt s'y retrouver pour se partager le pouvoir plutôt que d'aller au peuple parce que les uns et les autres ont perdu le peuple. Nous sommes en déficience avec ce peuple. Et donc, il y a un problème de leadership, un problème de vision. De sorte que, fondamentalement, il faut se poser la question, si un peuple ne peut pas être fédéré autour d'une vision à moyen et à long terme, autour d'un destin, et qui se reconnaissent dans ce destin, parce que mobilisé à cet effet par les leaderships politiques, est-ce que ce peuple existe? Est-ce que ce n'est pas une foule de gens qui n'ont rien en commun, parce que les dirigeants n'arrivent pas à les mettre en commun autour d'un destin, d'un projet? C'est un défi. Je crois pouvoir me terminer ici, mais plutôt pouvoir terminer ici en commentant la discussion qu'il y a eu ici. Ce n'est pas tant un commentaire qu'une obligation pour moi d'en dire un mot. En fait, le Congo est en crise. Pour moi, il y a une double crise, une triple crise. D'abord, double en termes de nature, il y a la crise au sein de la classe politique, ce que j'appelle la crise horizontale, qui fait qu'à chaque fois on ne se met pas d'accord pour les textes à respecter. Mais qui fait aussi que nous avons de conflits, pour ça c'est le dialogue vertical avec le peuple, parce que comme vous le voyez, il n'est pas en accord avec nous, parce qu'il ne se reconnaît pas en nous, il n'adhère à aucun projet parce qu'il n'y en a pas, ou tout au moins parce que ce n'est pas crédible. Dialogue vertical, mais évidemment il y a aussi la crise, j'allais dire économique, parce que de par l'analyse il ne s'agit pas d'une crise. Nous sommes pauvres, on est nés pauvres, on n'a pas encore créé la richesse, tout au moins à la dimension du pays, et donc cet état de choses fait que de temps en temps nous sombrons, nous remontons, mais tout en étant toujours pauvres, et quelquefois l'élan est brisé, et c'est le cas maintenant. Deux crises principales. Mais la crise politique, parlons-en. Aujourd'hui, les élections, la majorité à laquelle j'appartiens n'a pas organisé les élections dans les délais. On ne va pas les organiser dans les délais. C'est d'abord une faute
Les explications, c'est autre chose. Et j'ai plaint que nous, de la majorité, qu'on ne fait pas profil bas. Et nous avons tendance à réagir par rapport à l'opposition, alors que notre conflit, c'est avec le peuple, en ce que nous ne lui avons pas donné la possibilité de s'exprimer sur son destin. Nous devions faire profil bas, expliquer pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Encore que la démocratie telle qu'elle est, avec ses forces et ses faiblesses, c'est le produit de ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir. Le fait d'avoir un problème comme celui-là, en tant que démocrate, si on l'est, je présume que c'est le cas, tout au moins, on aurait pu expliquer, non pas lancer le colibé à l'opposition, parce qu'elle a le même problème de légitimité que la majorité, historiquement, mais expliquons au peuple qu'est-ce qui s'est passé et comment et quand on peut résoudre. Tel n'est pas le cas malheureusement. Donc nous n'aurons pas les élections dans les délais. J'ai entendu un discours, les questions étaient pertinentes, mais aussi quelques indications de la part de ceux qui répondaient. Le problème c'est que, quelles que soient les raisons, mauvaise foi, bonne foi, et constat est qu'on n'aura pas les élections dans les délais. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devient? Moi je vous invite à réfléchir avec moi parce que ici, je suis à l'université. Quels sont les scénarios possibles? J'ai fait 2 tribunes à ces propos pour indiquer les hypothèses possibles dans les cadres des scénarios possibles. Nous sommes le 19 décembre. Le lendemain, c'est le 20 décembre. Le président actuel, son mandat est terminé. Qu'est-ce qu'on s'est fait? Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, la majorité estime que le président continue. Et parce que la Cour constitutionnelle a fait cette interprétation-là. Il faut partir du principe que s'il continue, il a un problème de légitimité. L'opposition estime qu'il ne devait pas continuer. Parce qu'il n'a pas la légitimité, parce qu'il n'a pas fait preuve de volonté pour donner au pays les élections. Deux scénarios ici se présentent. Ou bien, on reconnaît qu'il y a vacances, et là encore, puisqu'il faut, la vacance, il faut la constater. Qui la constate et sur base de quoi? Le gouvernement, le Premier ministre. C'est comme ça que je comprends la Constitution. Fait rapport à la Cour constitutionnelle pour constater la vacance. Il y a des avis qui estiment qu'on ne peut pas parler de la vacance parce qu'il n'y a pas eu interruption, etc., du gouvernement. Mais à supposer qu'on établisse qu'il y a vacance, il faudra que la Cour constitutionnelle, là aussi, soit saisie et qu'elle établisse la vacance et institue le président du Sénat. Et lui aussi, il a une difficulté parce qu'il doit organiser les élections dans le délai de 3 mois, maximum 4 mois. Avec quelle administration électorale va-t-il respecter ce mandat? Parce que tel n'est pas le cas avec l'actuel. Avec quel gouvernement va-t-il gérer ce que j'appellerais non pas transition, mais la période intermédiaire? J'indique en passant aussi les présidents du Sénat, en cas de vacances, encore faut-il que la vacance soit constatée par l'autorité habilitée, il aura nécessairement des difficultés pour rester dans le délai. Et donc, au-delà des 4 mois, il va se poser un problème. Il n'a pas, puisque nous sommes, l'hypothèse étant que les postulats, nous sommes tous à cheval sur la Constitution, il faut la respecter. À partir du moment où il ne la respecte pas, qu'est-ce que nous faisons? Nous sortons de la légalité constitutionnelle. Il faut négocier. J'ai entendu les amis de l'IDPS le dire, du point de vue de cet espace-là, il faut tirer la conséquence que, en cas d'accord politique, c'est-à-dire que nous aurons des institutions de fait parce qu'il faut une autre constitution. Parce que celle-ci ne permet pas à un président non élu ou à une autorité de transition de porter la constitution, l'actuelle. Donc, de ces faits-là, nous sortons de la légalité constitutionnelle actuelle. Nous basculons dans un texte des faits qui sera le produit
de l'accord politique, c'est qu'il suppose qu'on est en plein dans le dialogue. Parce que déjà, pour instituer les nouvelles autorités politiques, le dialogue lui-même va se doter des compétences à travers un texte que la classe politique va rédiger à ces moments-là. Parce qu'on ne peut pas avoir une instance qui décide des affaires du pays sans avoir des compétences, mais aussi sans avoir un pouvoir originaire, qui ici serait un pouvoir venu de la classe politique dans le cadre du dialogue, ou à la suite des négociations pour créer les dialogues, en lui donnant les compétences, y compris d'instituer une nouvelle légalité, d'instituer le Parlement des faits, le président de la République des faits, Parlement des faits gouvernés, président de la République, etc., qui auront des compétences pour gérer le pays pendant cette période de transition. Les délais de cette transition dépendront de la classe politique. Moi, je présume qu'ils voudront plus d'une année. Moi, je souhaite que ce soit un an, comme tous, mais en tout cas, du point de vue du peuple, qu'on aille très rapidement. Mais je les connais. Je les connais, nous avons un problème. Et avec le peuple, on n'est pas prêt, on ne s'est pas implanté. Cette configuration n'a pas changé. Hein? C'est-à-dire que le fait qu'on ne se soit pas implanté, le fait que les partis sont pauvres, et sachez-le, nos partis sont pauvres. PPRD, Falou, IDPS. J'ai dit bien délibérément PPRD, parce qu'il est probable que les cadres, le PPRD et l'argent, moi je ne fais pas la confusion entre l'argent des cadres et l'argent de l'organisation. Parce que je connais la tradition pour les cotisations. Les responsables des partis politiques, y compris ceux qui sont au pouvoir, pour vivre et fonctionner le parti, ils sont dans la cueillette. Il n'y a pas de cotisation tout au moins substantielle. Et l'État, les dirigeants politiques n'ont jamais voulu donner les ressources formellement aux partis, y compris ceux qui ont gagné. Donc nos partis sont faibles, n'ont pas de comptes, n'ont pas de budget. Voilà la vérité. Et c'est ce qui fait que nous avons peur, parce que nous ne sommes pas prêts en termes d'organisation, de déploiement, etc. Voilà, je voudrais m'arrêter ici parce que je suis allé un peu plus loin que prévu d'après les modérateurs. Je me mets à votre disposition. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur le Premier ministre, pour cet exposé extrêmement précis. Merci aussi d'avoir accepté de l'écourter afin de permettre l'assistance de... Première question avant que je ne puisse revenir vers vous, le public. Messieurs, vous avez la parole. Bonjour Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être ici avec nous aujourd'hui et je voudrais par la même occasion remercier les organisateurs de cet événement pour leur travail. Nous espérons cet échange cordial et sans langue de bois, ce qui est à mon avis un des plus grands défis de notre société. Nous, le cercle des étudiants congolais et africains afrodescendants de l'ULB, nous sommes honorés d'avoir l'opportunité d'échanger aujourd'hui avec vous, car nous pensons que la situation est critique. Monsieur le Premier ministre honoraire, vous avez fait 4 ans au pouvoir, 2008-2012. Aujourd'hui, vous énumérez justement plusieurs mots du Congo. Quel bilan faites-vous de votre gouvernement? Quelles sont les bonnes choses que vous avez apportées à la société congolaise? Et quelles sont les choses que vous regrettez avoir fait? Et donc, pour ce dernier, que ferez-vous de différent? Merci beaucoup que vous m'ayez donné cette occasion parce qu'elles sont rares. Je n'ai pas beaucoup communiqué quand j'étais au pouvoir, encore que là aussi, étant donné les urgences du pays. Vous savez, quand on est dans une salle, on appelle salle intensive, le médecin ne parle pas beaucoup, il est plutôt au travail. Bien, je ne sais pas si mes collaborateurs ont prévu d'indiquer plus ou moins quel est l'héritage quand nous arrivons en 2006 au pouvoir. Nous allons prendre quelques comptes caractéristiques, quelques comptes sociaux. Eh bien, bon, quand nous arrivons en 2006, globalement, je voudrais indiquer que mon gouvernement avait essentiellement 3 missions. Mettre fin à la guerre qui sévissait à l'est du pays. Stabiliser le cadre macroéconomique et obtenir l'annulation de la dette de la part des bailleurs multi et bilatéraux en étant un programme avec le FMI et en respectant les critères quantitatifs, qualitatifs, bref, l'ensemble des réformes auxquelles nous devions nous soumettre pour remplir les critères d'annulation de la dette. Amorcer, chercher de ces faits, parce que le pays, après l'annulation de la dette, pouvait avoir une dette qui soit soutenable, mais à des conditions concessionnelles. Et mobiliser de ces faits, après l'annulation de la dette, les ressources étrangères essentiellement pour financer la construction ou l'amorce
du développement des 5 chantiers, qui était un concept qui ramenait aux infrastructures de base, infrastructures économiques et sociales. J'indique aussi qu'en passant, qu'en 2006, quand nous arrivons, le budget de l'État s'est chiffré à 900 millions de dollars, s'il vous plaît. Nous étions en dessous de 900 millions de dollars pour tout un État que vous connaissez, un demi-continent. Les PIB étaient autour de 16 milliards de dollars. 16 milliards de dollars. PIB. Nous sommes à 40 milliards aujourd'hui. Nous avions une dette de 14 milliards de dollars dont il fallait obtenir l'annulation, mais ça supposait qu'on travaillait, on restait en programme. Mais quand nous arrivons, les FMI avaient plié bagage, parce que le gouvernement qui nous avait précédé, qu'on a appelé les fameux 1+4, avait rompu tous les équilibres et avait jeté dans les poubelles les réformes qui faisaient que les FMI soient avec nous et nous accompagnent pour qu'on atteigne aussi bien l'annulation de la dette, mais aussi les appuis budgétaires, ainsi que les appuis à la balance des paiements. Quand nous sortons, disons d'ailleurs l'année suivante, 2007, on a fait un budget d'1,6 milliard, plus ou moins les doubles du budget qu'on avait trouvé. 1,6 milliard. Parce que nous savions capitaliser l'assiette fiscale du pays. 1,6 milliard. On a exécuté 1,5 milliard. C'est que le pays n'avait jamais atteint auparavant. Mais en travaillant avec les... Et d'ailleurs, nous aurons aidé les FMI en ce que nous, pour la première fois, on pouvait travailler sous l'égide du FMI, mais augmenter les salaires. Parce que la tradition, y compris au niveau international, c'est que vous êtes avec les FMI, c'est des coupes budgétaires, c'est des réductions de salaires, c'est des assainissements d'administration. Nous, on a montré qu'on était... Mais sachez qu'il s'agit d'un gouvernement réputé communiste. Hein. Le Palou était réputé communiste. Et nous avons démontré à nos amis traditionnels, vis-à-vis de qui nous on est reconnaissants, même si on a été mal compris, on a montré que nous étions nationalistes et non pas communistes. Mais aussi nationaliste signifie pas les refus de l'autre et les replis sur soi. Nationaliste en ce que nous sommes dans un défi d'édification d'une nation. Et qu'il faut une nouvelle intelligence différente de celle d'une ex-colonie. C'est un défi vis-à-vis de soi-même. Il faut construire la nation, il faut une politique. J'ai parlé ici de l'existence de la nation congolaise que j'ai remise en cause. Et donc, on a travaillé avec les partenaires occidentaux, nous avons respecté les procédures très rigoureuses. Et pour la première fois dans l'histoire du pays, toutes les revues avec les FMI et la Banque mondiale étaient concluantes. Et nous avons obtenu, parce que finalement nous étions un gouvernement de gauche, tout au moins dirigé par un parti de gauche, obtenu qu'on attribue 40% du revenu en ressources propres de l'État au salaire. Parce que nous croyons beaucoup au salaire, à la consommation comme moteur de l'économie. Pour un pays dont le monde rural n'est pas monétarisé, en donnant les salaires aux petits fonctionnaires, et parce que là, nous avons quintuplé les salaires. On a trouvé les fonctionnaires. Le plus petit touchait 10 $, on l'a porté à 70 $. Et parce que le budget l'a permis. Ce que les FMI exigent, c'est que vous ne puissiez pas vivre au-delà de ce que vous avez. Et que si vos revenus augmentent, vous pouvez augmenter vos dépenses, y compris les dépenses sociales. Nous avons obtenu du FMI qu'il accorde que pour... Parce que nous avons obtenu l'annulation de la dot et que nous étions désendettés, nous pouvions nous réendetter. Mais à des conditions qui soient concessionnelles, c'est-à-dire qui ne soient pas prohibitives, qui nous permettent de rembourser grâce à l'augmentation progressive de la production, et parce que les délais de remboursement, c'était au-delà de 25 ans. Et donc, on a obtenu 6 milliards avec l'accord du FMI, parce que le FMI n'acceptait pas que nous venions de nous désendetter ou désintoxiquer, qu'on reprenne avec la drogue de l'endettement. Mais il était convenu qu'une bonne dette, d'une hauteur supportable, avec des conditions assez concessionnelles, 5% là, sur 50 ans, plutôt sur 25-30 ans, était à notre portée. Et on a mobilisé 6 milliards de dollars comme crédit chinois, qui devait financer et les financements, plutôt qui devaient financer et les projets miniers, en partenariat avec Gécamine, et les infrastructures de base. Aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce qu'on en est, parce que nous, quand on mobilisait, c'était plus ou moins, on a matérialisé ces projets à la fin de notre mandat, vers l'année 2010.
Et non, nous avons amorcé la construction. Si ceux de vôtres qui ont été à Kinshasa, ils vont vu que ça bougeait à travers Kinshasa, mais aussi à travers le pays avec les infrastructures, la voirie, et puis on a lancé des projets, les barrages pour l'énergie hydroélectrique à travers le pays, dans les Bandundu, Kasaï, au Katanga, etc. Et les économies qu'on a réalisées, permis au pays de réaliser sur les échéances du FMI ou sur les services de la dette qui, à cette époque-là, s'est chiffré à plus ou moins 600 millions de dollars par année qu'il fallait payer, et nous, on devait payer. J'indique aussi que quand nous payons, ça ne nous a pas empêché d'augmenter le salaire, de le payer sans recourir à la planche à billets. L'actuel gouvernement, je ne fais pas une polémique, l'actuel gouvernement a 200-300 millions d'économies, puisque la dette a diminué, les échéances aussi, c'est-à-dire la charge du service de la dette, a des économies qui lui permettraient, qui devaient lui permettre de faire le social. Et donc, les travaux ont commencé. Nous avons augmenté aussi bien le nombre de médecins publics du secteur public. est passé de plus ou moins de 4 à 6 000 nouveaux médecins et on a doublé les salaires puisque le médecin d'aujourd'hui touche 1000, 1500. Ce n'était pas le cas à notre arrivée parce qu'ils étaient en dessous des $400. On a trouvé 900 professeurs d'université en RDC, on a doublé, aujourd'hui on est à 2000, disons, avant mon départ. 2 fois plus de professeurs d'université, il y en a parmi vous qui seraient tentés, qui ont été tentés ou qui ont accepté de venir quand même si ce n'est pas viable, même si l'environnement global ne permet pas qu'un professeur d'université vise descendre, mais ça donnait quand même une bonne perspective. Malheureusement, ça n'a pas continué, les augmentations. Nous avons augmenté le nombre de magistrats. Nous n'avons pas le temps de montrer les grands déséquilibres entre l'État et la taille du pays, en ce qu'au Congo, il y a 1 million d'agents de l'État, du secteur public, donc, y compris... J'essaie d'être long, je me sens un peu mal à l'aise parce que... Non, pas du tout. En fait, nous allons accorder avec votre autorisation, Monsieur le Premier ministre, la parole au panel. Je crois qu'il y a une autre question hein, qui va vous être posée. Voilà, allez-y, je vous en prie. Merci encore de votre présence et de nous accorder ce temps. Alors, bon, en réalité, j'ai 3 questions dont je pense que je vais plutôt poser la question qui me semble la plus importante, histoire de ne pas mobiliser trop de temps. Non, vous pouvez poser 2 questions, ça ira. Okay. Alors, la première question que je pose, elle est orientée sur la question de l'économie. Alors, quel modèle économique est mis en place finalement en RDC? Est-ce que continuer sur un modèle économique qui a échoué ne continue pas finalement de nous précipiter dans le gouffre? Ça, c'est la première question. La seconde question porte vraiment sur la nature même en fait, de la société démocratique. La nature? De la société démocratique de RDC. À quoi nous sert la démocratie? Est-ce que poursuivre une chimère étrangère à notre histoire peut-elle nous faire avancer? N'est-il pas temps d'au moins acquérir une indépendance de notre vision de notre avenir? Ou bien sommes-nous menacés par les institutions financières internationales? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît, plus fort. Je vais répéter. Donc, la question est, à quoi sert la démocratie? Poursuivre une chimère étrangère à notre histoire peut-il nous être favorable et nous aider à avancer? N'est-il pas temps d'au moins acquérir une indépendance de notre vision de notre avenir? Ou bien sommes-nous menacés par les institutions financières internationales? Merci beaucoup. Je crois pouvoir commencer par la dernière question, avant de passer à la seconde qui concerne le modèle économique. La société démocratique. À quoi sert la démocratie? En fait, n'oubliez pas que déjà, en fait, la démocratie n'est pas en elle-même un entrain. Ce qui peut être considéré comme un entrain, c'est le régime social. C'est-à-dire que nous sommes ancestralement monarchistes. Et la monarchie continue au niveau local, c'est-à-dire que le pouvoir vient héréditairement pour la communauté. Et dans le modèle occidental, on est républicain. Et même quand on est monarchiste, c'est une monarchie constitutionnelle en ce que l'autorité de l'État, le roi,
c'est soumis à la Constitution qui veut que le pouvoir vienne du peuple à travers le gouvernement. Même si lui, il est héréditaire, mais il est le garant de la société et ne dirige pas parce qu'il correspond à aucune vision politique. Il ne reçoit pas son pouvoir du peuple et il n'a pas un programme politique en tant que tel. Et donc notre société, bien que monarchique, elle aussi, elle a été démocratique. Parce que à chaque fois qu'il faut décider, c'est la monarchie, c'est la hiérarchie clanique qui s'est réunie pour prendre des décisions. Donc je ne suis pas de ceux qui pensent que notre modèle, en tant que démocratie, est d'entraîne extérieure, mais c'est son articulation. C'est le régime social que nous avons changé, mais seulement la faiblesse ici, c'est que nous n'avons pas encore réussi à intégrer, à synthétiser la République au sommet et la monarchie locale, dans le cadre d'une division du travail qui fait que, quand vous descendez à la base, c'est la communauté à travers les chefs coutumiers qui gère le pouvoir politique. Celui-ci, il est en même temps exécutif, il est en même temps législatif, il est en même temps judiciaire. Seulement, la nuance, c'est que dans cette société-là, les chefs coutumiers répondent à des lois de fonctionnement telles qu'il est obligé d'être démocrate, parce qu'il doit répondre y compris aux morts. Donc je reste d'avis que nous devons évoluer. Là, je vous rejoins un peu, pour aller vers la vraie démocratie et vers la synthèse du régime social. Mais ça suppose ce que moi j'appelle les corps sociaux, les corps intermédiaires. Nous ne pouvons pas nous contenter des majorités ou des oppositions. Vous avez vu ce qui s'est passé en France et aussi en Belgique très récemment, je crois que c'est en cours. Il y a une majorité parlementaire en France. Il y a un pouvoir élu, il y a un président élu. Hein, mais les gens disent, allez, au diable, nous on veut que la loi travail se présente de cette manière. On s'en fout de la majorité, nous devons lui demander d'examiner avec nous et de prendre en charge nos volontés. Le gouvernement, jusqu'à un certain niveau, a accepté avant d'aller voter, obtenir le vote, même si il y a encore des problèmes sur lesquels les syndicats, les corps sociaux, parce qu'il s'agit d'eux, sont encore à cheval. Chez vous ici, il y a une majorité, il y a un gouvernement. Et j'ai dit que même en France, les peuples ont dit, mais tiens, cette histoire des lois du travail, gauche-droite, vous êtes dans un complot, nous on ne croit plus en vous. Vous avez vu que ça a été accepté au Sénat par la droite, la majorité des droites. Ici en France, c'est les socialistes qui ont fait la loi, au prix des réformes, mais c'est la droite qui est en train de les appliquer. Les deux ont une vision plus ou moins... Et le peuple, il est dans la rue. C'est un peu pour dire qu'au-delà des institutions démocratiques, il faut compter sur les corps sociaux. Il faut compter sur les partis politiques. Il faut compter sur les organisations syndicales pour créer un rapport de force, obtenir ce que le grand nombre veut. C'est un processus historique. Nous devons y travailler parce que les Occidentaux sont passés par là, encore qu'ils ont pris des siècles. Hein. Voyez-vous, la République, la première République, la deuxième française, c'est combien de siècles? Je ne dis pas que nous, on ne peut pas aller plus vite en nous inspirant des expériences des anciens États, mais l'expérience, je les méfie, hein, il faut faire sa propre expérience. Alors, par rapport au modèle économique, c'est vrai, notre modèle économique, il est fondé sur les cuivres, les diamants. Monsieur l'étudiant, j'ai l'impression que vous m'avez abandonné. En fait, la faute historique, c'est que les élites, les descendants, les évolués qui ont pris la relève du pouvoir colonial, ont cru que nous étions une économie, alors que nous étions les bouts d'une économie occidentale. Les Occidentaux avaient besoin de matières premières pour compléter les besoins de leurs usines, le cuivre. Et en partant, nous ne devions pas commencer par là, parce que ce serait continuer une économie qui n'était pas intégrée, qui n'était pas la nôtre. Nous ne devions pas entrer dans l'industrialisation par le cuivre, l'or, les diamants. Vous y entrez avec les fers, il fallait traiter les fers, avoir l'acier, exploiter les bois, les matériaux de construction, les calcaires, les grès. Commencer par construire nos villes, nos routes, nos infrastructures de base, et les minéraux, on n'avait qu'à laisser au secteur privé de produire, y compris pour que nous ayons des recettes pour couvrir nos importations, parce qu'on avait besoin d'importations. Mais seulement notre économie
Si bien, à l'époque des pères fondateurs, à l'époque de Mobutu, que maintenant, on a continué avec une économie, en fait, qui produit ce qu'elle ne consomme pas, qui consomme ce qu'elle ne produit pas. Donc, ces modèles a échoué, il faut repenser. C'est votre responsabilité, et je me réjouis que vous ayez convoqué cette réflexion, cette discussion, pour que vous compreniez l'héritage et les problèmes qui se posent. Parce que nous, j'allais dire, parce qu'on luttait pour obtenir la démocratie, comme les pères fondateurs, au point qu'on n'a pas eu assez de temps pour construire un projet. Pour repenser, j'espère que vous aurez suffisamment de temps pour réfléchir. Enfin, le temps, le peuple est infini. Initier une résolution, mais cette résolution avant tout, moi j'aimerais vous remercier de sécurité et ne sera jamais coulée en tant que décision. Vice-président de l'ASBL Change, qui est une ASBL qui revalorise la culture et l'histoire africaine. Je trouve encourageant que vous soyez déplacé, ça démontre l'intérêt que vous portez au Congo. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Dans votre présentation, vous avez évoqué le manque de leadership. J'aimerais savoir si c'est possible avec vous de dresser le profil d'un bon leader et si vous-même, en cas d'élection, vous feriez le candidat que le Congo attend. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, vous avez évoqué la pauvreté des partis et du pays. Vous avez, si je ne m'abuse, déclaré que le Congo a besoin du FMI et de la Banque mondiale pour subsister. Ma question est la suivante. Comment est-ce possible alors que on sait tous de toutes les matières premières dont le Congo regorge? Merci. Merci. Si j'oublie une question, je pense qu'il y en a trois, je commence par la dernière pour être sûr de ne pas oublier. Bien, je les ai notés, donc je pourrais répéter. Oui. Alors, les FMI et la Banque mondiale n'est pas un objectif en soi, pour nous. Encore que nous n'ont pas pour vocation de développer un pays. Ce n'est pas leur vocation. D'ailleurs, ils ne viennent à vous que si vous êtes malade et ils veulent vous remettre en position de commencer à travailler. Ils n'ont pas en position de commencer à travailler de vous développer. Ils ne viennent pas pour vous développer. Ils viennent vous aider à remplir les conditions. Je vous dis que le pays est en faillite. Quand vous n'avez pas d'épargne, je n'ai pas le temps de vous exposer le fait que le Congo n'a que 3 milliards au titre d'épargne, des dépôts. Et les crédits, c'est 2,5 milliards crédits pour un sous-continent. Avec un PIB de 40 milliards, nous aurions pu avoir un volume d'épargne, comme en moyenne en Afrique, de 20 milliards. 50% du PIB peuvent représenter l'argent qui est dans les systèmes bancaires mutualisés pour servir de ressources de financement pour l'économie et les investisseurs. Tel n'est malheureusement pas le cas. On a les défis des infrastructures. Nous avons un personnel que nous ne payons pas, notamment des retraités. Quand tu ne payes pas une partie de la population, c'est une partie de la demande que tu détruis et donc de la possibilité d'expansion de la production. Pays en faillite, les entreprises publiques dépensent 3 fois plus que ce qu'elles ne produisent. C'est une situation générale. Elles ont consommé plus ou moins 80% de leur investissement initial. La valeur résiduelle est presque nulle. C'est un gâchis. Qu'est-ce que vous faites? Vous devez aller voir un banquier. Sauf si vous avez une épargne locale. Les cuivres, la forêt équatoriale, ce n'est pas de la richesse. Ça ne vous pas. Un arbre dans la forêt ne vous appartient pas. Sauf si vous pouvez les couper, faire du bois ou construire une maison avec. C'est du potentiel qui d'ailleurs a besoin d'être fécondé par la technologie des autres, par les capitaux des autres, d'où le monde occidental, avec qui vous ne pouvez pas travailler si vous n'avez pas l'équitus de ceux qu'on appelle les gendarmes du système financier international. Aucun pays ne peut vous donner l'argent de ses contribuables si vous n'ouvrez pas vos comptes, si les comptes ne sont pas, si vous ne vous engagez pas à travailler dans les normes, y compris pour lui dire que vous êtes capable de gérer votre propre argent et donc de gérer son argent, aucun pays. Parce que déjà, ces contribuables n'accepteront pas le gage, les garants, c'est les FMI et la Banque mondiale. Nous y allons pour qu'on nous soumette à réforme. Vous avez vu, moi je suis très heureux de l'expérience grecque. C'est l'une des anciennes civilisations occidentales. Ce sont des amis, des Belges, des Américains. On lui a dit, tu es en faillite, on ne te donne rien, sauf si tu acceptes d'améliorer ta gestion, y compris en acceptant les réformes que vous devez négocier avec nous. Avec l'Union européenne, avec les institutions, y compris des Bretton Woods. Nous devons nous soumettre, montrer quels sont nos projets, quels sont nos besoins de financement.
et notre propre épargne. Et la différence, nous voulons bien la demander pour dire c'est pour tel projet, et être en mesure de rembourser, parce que la question profonde de la dette, c'est la dette au profit de quelles dépenses qui génèrent combien d'argent, et pour être capable de rembourser. C'est les rapports, il y a des économistes ici, les leviers financiers, c'est mettez en parallèle les coûts de l'argent que vous empruntez et ce que les projets que vous financez capables de sécréter pour être en mesure de rembourser, et dans les délais, en respectant les cycles d'exploitation du projet, pour qu'en mesure, en retour, vous amélioriez votre capacité, plutôt vous améliorez la rentabilité de vos propres fonds. Donc la dette, nous en avons besoin, et si nous sommes d'accord que nous en avons besoin, eh bien, il faut remplir les conditions pour ceux qui doivent nous traiter, de nous prêter. Je dis qu'en passant, dans une des tribunes, je l'ai dit, les Belges, la Belgique a un PIB de 400 milliards, mais elle a aussi une dette de 400 milliards. Les Belges, donc, gagnent 50 000 $, je donne un chiffre rond, mais il a chaque mois aussi, plutôt chaque année, cette dette qui pèse sur lui. Mais les Congolais ont une dette de combien? Je crois 120 $, mais il a un PIB de 500. Il faut choisir 500 $. Il faut choisir entre être pauvre et non endetté et être riche en ayant la dette. Ici, si chacun de vous devait avoir une maison à crédit ou une voiture à crédit avec son salaire, ce serait une impossibilité. Vous êtes obligé de vous endetter et de payer dans la durée. La dette est plus grande que votre revenu mensuel, mais puisque vous ne la remboursez pas sur 2 ans, 3 ans, les tranches exigibles par mois sont petites et vous pouvez maintenant consommer anticipativement une maison. En partant d'aujourd'hui, vous l'habitez, puisque vous l'aurez en vous endettant, vous l'habitez pendant 30 ans, ou bien alors la construire petit à petit avec votre salaire, et pour que ce que vous auriez remboursé en 30 ans, vous allez ne pas avoir à rembourser, mais vous mettez de côté pendant 30 ans, vous finissez votre maison, et vous l'habitez à la mort. C'est ça que nous pouvons, avec notre budget, dire nous allons construire nos routes pendant 50 ans. Mais nous aurons disparu comme peuple. Attention, les FMI, la Banque mondiale, c'est un passage obligé pour atteindre le financement de notre économie au stade actuel. Et puis, les capitalistes ne vous donnent jamais l'argent si vous êtes pauvre. Et puisque nous ne sommes pas pauvres, entre guillemets, et que nous avons une richesse qui n'est que potentielle, qui a besoin d'être fécondée. Vous voyez, c'est comme toi, avec ta copine. Ta copine peut se plaindre... Elle ne peut pas se plaindre de ne pas avoir la progéniture si elle choisit de rester vierge. On ne peut pas créer sans entrer en rapport avec ce que vous n'avez pas et mettre ensemble ce que l'autre a et que vous n'avez pas et ce que vous avez que lui n'a pas. C'est comme la sémence, c'est la création. Tu ne peux pas faire un enfant sans être aliéné par... si vous êtes garçon, si vous voulez être vierge à 60 ans, c'est possible, mais ne vous plaignez pas de ne pas créer, de ne pas avoir la progéniture. C'est la même chose au niveau des peuples. Nous avons un potentiel qui a besoin d'être fécondé par d'autres potentiels. L'Occident a de l'argent, mais c'est de l'argent qui chante. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent plus s'endetter qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ont l'argent, mais les États sont en faillite. Ils ne peuvent pas rembourser, parce qu'ils ne peuvent plus créer la richesse. Ils sont plafonnés par la demande qui est le fait du plein emploi des facteurs de production. Moi, je dirais aux autorités belges que je vais rencontrer que la Belgique n'a pas d'avenir dans l'Union européenne. L'Union européenne ne peut pas créer 2-3% de richesse et dans la durée sur 10 ans, 20 ans. C'est plus possible. Ils ont atteint le plein emploi. Ils ont besoin d'amener ces capitaux, ces technologies, ces expertises chez nous, qu'on crée la richesse. La Belgique aura intérêt à investir 2 000, 3 000 $. Je ne parle pas du marché public, hein, je ne parle pas des entreprises publiques, je parle de l'économie publique. La Belgique ne peut plus s'endetter pour elle-même, mais elle peut s'endetter pour les Congolais, avec la possibilité de créer plus de richesses et plus d'emplois. Nous pouvons résorber le chômage. La Belgique, c'est d'ailleurs 300. Nous, notre chômage, c'est 25 millions. On a besoin que la Belgique nous aide à investir dans des infrastructures, qu'on crée la richesse. Parce que le Congo peut passer de 40 milliards de PIB aujourd'hui à 300-400 milliards
Et parce que d'ici 20 ans, nous allons doubler. Mais puisque parce que nous serons 160 millions dans 20 ans, parce qu'on a un taux de croissance de 3%, nous sommes une demande, mais qui demande de devenir solvable. Et parce qu'avec la Belgique, on peut créer une économie additionnelle grâce aux infrastructures de base qui nous manquent, qui font que chez nous, les communautés ne changent pas avec elles pour créer un marché intérieur. Bon, excusez-moi, je suis... Non, c'est parfait. Maintenant, peut-être la question relative au leader, le bon profil. Le leadership dont j'ai parlé, moi je ne crois pas beaucoup au leadership. Je ne suis pas très révolutionnaire. Je ne parle pas de leadership des individus, je parle de leadership des partis politiques. Leadership des visions. Un individu ne peut pas porter à lui seul une vision, elle doit être partagée. Je parle des partis politiques forts. Il faut une approche. Le leadership, il faut l'avoir au sein de la représentation nationale pour appliquer sa politique si on est président de la République. Mais si on n'a pas un parti fort, vous aurez des difficultés pour faire passer votre message, votre vision. Donc je parle de leadership en termes de politique, en termes d'organisation sociale, des syndicats sociaux, créer la dynamique sociétale. La troisième question. Il n'y avait que 2 questions, je pense. Ah. Bon, encore faut-il que j'ai le soir. Mais en fait, moi, on me pose beaucoup cette question. Je pense que la vraie question prioritaire, c'est celle de savoir ai-je un projet. Parce qu'être candidat, c'est une démarche, c'est pas un objectif, c'est une démarche pour atteindre, pour matérialiser son projet. J'ai réfléchi sur mon projet, j'y travaille, et vous m'en avez donné l'occasion, cette discussion va m'inspirer. Merci beaucoup. Donc vous n'êtes pas candidat? Je n'ai pas dit que je ne suis pas candidat, je préfère répondre plutôt à la question de savoir si j'ai un projet. On ne l'a pas posé. On s'est bien compris, Monsieur le Premier ministre. Merci infiniment au panel qui nous a fait l'honneur. Bienvenue notre micro-baladeur dans Congo Sukisa TV. Comme vous le voyez, les hommes en noir. Hein? Les hommes en noir. Bonjour, Monsieur Didou. Bonjour. Bonjour. Eh bien, je me demande, les hommes en noir, ils étaient là pourquoi? En fait, notre mission ici, c'est de sécuriser notre population. On voulait, voilà, notre but à nous dans la SBL Change et dans l'équipe de sécurité du Dido, c'est de démontrer que les Congolais sont capables de faire une équipe de sécurité carrée avec des autres frères pour sécuriser nos événements, les événements des Congolais. Parce que voilà, il y a trop eu de menaces, il y a trop de prises d'otages et je pense que le public est en demande d'activités intellectuelles, festives et pour ça ils ont besoin d'un encadrement professionnel. Et voilà, nous on est là pour donner ce côté professionnel dans la sécurité. Dans la conférence, dans la salle de la conférence, il y a eu plusieurs ONG, il y a eu plusieurs groupes. Je me demande de quoi il s'agissait ou votre groupe, ça servait à juste la sécurité ou soit vous étiez dans l'organisation de la conférence. Non, moi je suis un de la sécurité et de 2 je fais partie, je suis le coordinateur de l'ASBL Change. C'est l'ASBL qui a porté l'événement et qui a mis à côté d'elle les cercles d'étudiants parce qu'on est une ASBL qui aime travailler pour conscientiser la jeunesse africaine en général et pour ça voilà, on fait des événements de sensibilisation intellectuelle où on pousse les jeunes justement à prendre le contrôle de leur destin. Notre rôle à nous c'est vraiment de dire aux jeunes par rapport à l'association, de dire aux jeunes que le monde de demain se construit aujourd'hui, mais il faut que chacun devienne acteur du changement. Il ne faut pas attendre que les autres fassent le boulot ou juste se plaindre comme d'autres gens le font, ils se plaignent, mais eux-mêmes en fait ils ne font rien. Mon rôle à moi c'est de dire aux jeunes, si vous voulez que demain le monde change, aujourd'hui, retroussez vos manches et faites le boulot. Le changement commence par soi-même. Monsieur Dido, je vous attendais, comme on dit, comme disent les combattants, moutakaliser Monsieur Mouzito, mais cela n'a pas été le cas. Hein? Non, pas du tout, justement. Vous savez, dans notre communauté, malheureusement, les gens parlent beaucoup, ils ne connaissent pas. Les gens qui me connaissent, moi, Dido, la Kama, ils savent un peu dans quel délire je suis. Je suis dans un délire où je suis amoureux je suis africain jusqu'au plus profond de moi. J'aime l'Afrique parce que l'Afrique, elle est multiple. Et pour ça, il faut qu'on change l'image que nous-mêmes, on a de nous-mêmes. Et par rapport à ça, malheureusement, on a encore une mentalité où les gens critiquent, parlent beaucoup, vous donnent des... Ah, non. Ici, aujourd'hui, vous avez vu qu'on a eu des interventions avec M. Mouzito et les gens de l'UDPS qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et demain, quand on fera des autres événements, on amènera les gens de tous les partis politiques parce que nous, on n'est pas attachés à un parti politique ou bien à Moutouma ou Boué. Non. Nous, ce qu'on veut, c'est donner l'opportunité au public. Vous avez vu que le public était vraiment chaud, il voulait parler, il voulait poser des questions. C'est ça que nous, on fait. On donne l'occasion au public de s'adresser à des personnes qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, de croiser. Voilà.
qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, bien pas bien, le monsieur qui était là, c'était quand même un ancien Premier ministre. On a donné l'opportunité à des gens, des étudiants et des pas étudiants, de lui parler, de poser des questions. Vous avez entendu des questions percutantes, très propres, très pointueuses, très critiques. Et c'est ça qu'on veut. On n'est pas là pour dire bravo à X, parce que beaucoup de gens sont dans notre communauté encore soumis dès qu'ils voient un homme de pouvoir, un homme qui a un poste. Nous, on n'est pas dans ce registre-là. On est dans le registre où on demande aux gens, par l'intermédiaire de notre micro, de interpeller les. Au lieu de faire du songui, de parler derrière, oh bateau, non. Viens, si tu as une question à poser, si tu as un problème, si tu penses que quelqu'un a mal fait quelque chose, viens et interpelle-le, pose la question, mais de manière diplomatique, propre, tout le que ça fait que non, on est capable de parler en mode propre. Capable de parler en mode propre, M. Dido, ces derniers temps, tu as fait des vacances à Kin et les gens se posent des questions à savoir où l'y était. Ah, mais c'est ça le problème, c'est que bon, je peux plus aller à Kinshasa alors. Vous savez, moi quand je vais à Kinshasa, je vais pour des contrats de boxe, je vais pour moi-même investir. Je dis aux gens qu'il faut changer les choses. Je dois être le premier acteur de changement. Moi, je vais dans mon pays à moi, j'ai investi dans mon pays, c'est-à-dire que j'achète des terrains, je fais CY, personne ne m'aide. Mais je vais et je rencontre des gens, je rencontre des jeunes, je rencontre des sportifs, je rencontre des associations, je rencontre énormément de choses. Les gens parleront toujours. Demain, si je sors une nouvelle voiture, oh non, tu as une voiture parce qu'on t'a payé. Si je fais ça, tu achètes une maison, oh non. Il faut qu'on arrête un peu de parler, on aime trop les polémiques. Il est temps, je crois, d'avoir un peu de maturité et de se dire que voilà, moi quand je vais au Congo, je rencontre énormément de personnes qui ont grandi ici en Europe, mais aujourd'hui qui font partie des diaspora, c'est-à-dire des gens qui sont grandis en Belgique, mais aujourd'hui qui sont au Congo, ou des Français ou des Canadiens, et qui construisent, qui investissent dans des meubles, dans des restaurants, dans des hôtels. Et je suis fier de ça. Je suis fier que les jeunes maintenant rentrent au pays. Parce que nos parents nous ont trop appris à avoir peur du pays. Oh non, on ne va pas au pays, c'est dangereux. La sécurité, on va t'empoisonner. Ce n'est pas les cas que vous avez rencontrés au Congo. Louange à Dieu, on ne m'a pas empoisonné. Mais c'est vrai qu'on est, quand on vit en Europe, on n'est pas habitué. Le rythme africain est beaucoup plus lent. On est parti avec des collègues. On a vu que le rythme était lent, les gens ne sont pas... ils vous donnent rendez-vous le lendemain à 12h, ben vous allez attendre dans leur bureau jusqu'à 17h, 18h. Ça c'est... Il faut... Mais voilà, ça c'est le Congo, on n'est pas en Belgique. Il faut qu'on s'adapte au pays où on est. Voilà, notre pays est différent et il faut qu'on accepte la différence. Et maintenant, c'est à nous de s'adapter au pays. Il ne faut pas demander aux Congolais ou aux Africains de s'adapter à nous parce que nous on vient d'Europe, donc on est supérieur. Non, on n'est pas supérieur, on est différent. Donc quand on va dans un pays de quelqu'un, quand on va dans un pays d'origine qu'on ne connaît même plus, on s'adapte au pays. Voilà. On s'adapte au pays. Je m'en vais poser la question à des collègues. Dites-moi, comment ça s'est passé au niveau de l'organisation sécuritaire dans la salle? Tout s'est bien passé dans l'ensemble. Donc, comme Dido Lakama l'a dit, donc c'est lui qui supervise tout. Et je trouve que l'ambiance en général était parfaite et que tout le monde s'est respecté l'un à l'autre. Et même au niveau du débat, je trouve que tout s'est passé dans l'ordre et tout s'est bien passé dans les temps. Merci. Nous n'avons plus assez de temps. Je m'en vais poser une troisième question. Dites-moi, penses-tu que vous étiez capable, si seulement d'autres combattants venaient pour s'aimer du désordre, vous étiez capable de pouvoir tenir la salle? Vous insinuez que nous sommes en combat avec les combattants. Je pense que nos combats sont en parallèle et que nous ne sommes pas en opposition avec les combattants. Aujourd'hui, peut-être qu'ils ont un désaccord avec le gouvernement, mais aujourd'hui, on doit parler avec les acteurs qui influencent notre société et qui ont un pouvoir avec eux. Parce que sinon, on va rester dans l'image où les combattants ne sont pas capables de parler, vont venir causer des troubles et on n'avancera pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y avait dans la salle... Mais apparemment, excusez-moi, il y a eu, actuellement, je dirais, il y a deux groupes de combattants. Là, nous avons retrouvé les combattants du premier groupe et du deuxième groupe, on ne les a pas retrouvés ici. Donc, je me demande si seulement ils étaient ici dans la salle, peut-être qu'il y aura-t-il de catastrophe ou du désordre. Moi, je préfère, comme Dido me l'a toujours appris. Ouais, je sais. Comme Dido me l'a toujours appris, il faut pas voir le négatif, mais voir le positif. Moi, j'aurais espéré que le deuxième groupe soit là, et je pense que rien ne serait passé de négatif, parce que je pense que c'est des personnes assez intelligentes pour poser des questions piquantes, pour que l'opinion voit que les personnes qui étaient au pouvoir sont soit incapables ou capables. Donc je pense que, et j'espère que la prochaine fois, à prochain événement, le deuxième groupe de combattants sera présent pour montrer qu'ils sont capables de dialoguer et ne pas montrer une image négative qu'aujourd'hui, une partie de la population ne les voit que comme des casseurs. Et il serait important qu'ils changent cette image-là. Donc nous ne sommes pas en combat avec les combattants, nous avons un combat en parallèle et nous sommes tous patriotes. Donc quelque part, nous sommes tous combattants.
Donc, quelque part, toutes les personnes qui sont ici, toutes les personnes qui sont déplacées sont des combattants. Donc, j'espère et je vous invite à venir la prochaine fois au prochain événement. Êtes-vous capable d'apaiser si seulement le combattant de d'autres groupes s'est présenté dans la salle? D'abord, je suis d'accord avec mon frère Kevin. Et moi, ma théorie, c'est qui veut la paix, prépare la guerre. Il faut toujours être prêt à toutes les éventualités parce qu'on peut avoir en face de nous des gens qui ne veulent pas dialoguer et qui veulent juste les confrontations. Mais si on a en face de nous des gens qui veulent dialoguer et qui sont vraiment dans l'amour du Congo, du patriotisme, il doit plus rentrer en concurrence avec des gens qui font un travail de construction. Ce qu'on a fait aujourd'hui, vous avez vu les gens heureux, les gens étaient contents, les gens se sont exprimés. Donc si on est en face de nous, combattants, pas combattants, des gens qui sont contre la construction du pays, l'unification du pays, alors ils sont contre nous aussi. Et alors là, moi je dis aux gens qu'il faut respecter que les gens qui te respectent. Voilà, par rapport à ça, moi je respecte tout le monde. J'ai des contacts avec les combattants, ils me connaissent très très bien. Je parle avec eux, je vais à leur rencontre. On fait des événements ensemble. On a fait les marches, le 4 juin, vous avez vu, hein, marche et les camions propres. Il y avait le deuxième groupe était là. Eux, c'était venu, on a marché avec eux, c'est bien passé. Les gens, on voit toujours les polémiques de mettre des gens en concurrence. Moi, je pense que les combattants aujourd'hui, j'espère en tout cas, ont compris qu'il y a des personnes, Dido, il a une ASBL, Change, il a un groupe de sécurité. Eux aussi, ils font des événements pour changer l'état du pays. Et j'espère qu'ils me respectent aussi et qu'ils me laissent faire mon travail. Moi, si les gens ne me dérangent pas dans mon travail, j'ai aucune raison de partir en guerre. Voilà. Si jamais voilà. Pour moi, c'est si vous me respectez, je vous respecte. Vous faites des choses pour le Congo, parce que vous dites que vous êtes patriote, je vous regarde. Ok. Moi aussi, de mon côté, je fais des choses pour le Congo. Regardez-moi. Si vous voulez, comme ici, vous venez me soutenir. Si vous ne voulez pas me soutenir, restez de votre côté. C'est pas grave. Je viens vers vous. Dites-moi, l'ASBL Change, l'organisation, structure de l'organisation de votre association, comment ça se déroule? C'est une question que je ne peux pas vous répondre parce que je ne fais pas partie de l'ASBL. Je suis plutôt un membre de la sécurité. Membre de la sécurité de l'ASBL Change, je dirais. Voilà. Donc, mais il pourra mieux vous expliquer ce que... Et la sécurité dans la salle, pour vous, ça s'est bien déroulé? Oui, je dirais oui. Il n'y a pas eu d'incident majeur. À proprement parler, il n'y a pas eu d'incident. Donc toutes les personnes ont eu la possibilité de poser les questions qu'ils voulaient. Peut-être parce qu'il n'y a pas eu tant de monde. Qu'il y ait du monde ou pas, on n'aurait pas empêché aux gens de poser leurs questions. Donc ils ont pu poser leurs questions et ils ont eu peut-être les attentes qu'ils voulaient. Bien interrompre le débat, la conférence. Non, ce sont des personnes assez intelligentes pour le faire. Ils ne sont pas là pour la bagarre, ils ne sont pas là pour des incidents, ils sont là pour poser des questions et attendre des réponses aux questions auxquelles ils posent. Donc, à mon avis, il n'y aurait rien eu. Et voilà, ça s'est bien passé, honnêtement. Merci. Parle-nous de l'ASBL Change. Kevin, on peut en parler. L'ASBL Change, c'est une ASBL, comme j'ai dit, c'est une ASBL de jeunes Africains de plusieurs pays différents qui veulent œuvrer pour le changement de l'Afrique en général. Aujourd'hui, c'est le Congo. Demain, ce sera peut-être un autre pays qu'on mettra en avant. Mais voilà, on veut créer des actions. On se plaint de la mauvaise évolution de notre pays. Et on se dit, OK, nous, au lieu de se plaindre, qu'est-ce qu'on peut faire d'actif? Qu'est-ce que nous, on peut faire pour que les choses changent vraiment? Comment moi, je peux apporter ma pierre à l'édifice? Et voilà, donc on crée des événements pour les enfants, pour les adolescents, pour les plus âgés, de conscientisation, des rapports avec le pays. Donc on fait beaucoup justement, le voyage que vous me dites, de rapports avec les pays, on voyage dans nos pays, on apprend aux jeunes d'ici à aller dans leur pays d'origine et à apprendre. Parce qu'on est ici, des fois on prône, oui, j'aime l'Afrique, j'aime le Congo, mais on ne connaît même pas notre pays parce qu'on ne parle même plus nos langues, parce que nos parents nous ont découtumés, on n'a plus ce lien avec les coutumes et les traditions. Donc nous, on apprend vraiment aux gens à apprendre qui ils sont, qui on est. On peut être des Belges, mais d'origine africaine. C'est-à-dire que pour ça, il faut connaître toutes les parties de notre personnalité. Et il faut être fier de cette partie-là. Moi, je suis très très fier d'être africain, je suis très très fier. Je suis habillé en noir et je suis fier d'être noir. Fier d'être noir, raison pour laquelle tu es habillé en noir. l'ASBL Change, c'est ton initiative ou soit vous travaillez en collaboration avec des amis? Non, je ne suis pas tout seul, je ne pourrais rien faire du tout. J'ai la chance d'avoir une équipe merveilleuse, des gens, des bénévoles qui travaillent gratuitement et je crois qu'ils travaillent en temps plein, c'est-à-dire qu'ils sont là tout le temps, tous les jours. Je pense que si les gens sortent un peu du ghetto Zaza, ils se rendront compte que l'ASBL Change, c'est l'ASBL, je pense qu'il y a le plus d'activités ici à Bruxelles par rapport à la communauté subsaharienne. Donc on est très 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 fiers, on commence à nous connaître. Les gens
peuvent visiter notre Facebook, Change ASBL Belgium. Venez voir, on a un site, on est vraiment très professionnel, on est agréé, on a des bureaux, on a un numéro de téléphone, un numéro de compte. Voilà, c'est très très propre. C'est des bénévoles qui ont décidé de ne plus se plaindre et d'être acteurs du changement. On veut être et on est des acteurs de changement. Alors, donnez-nous vos références, quelqu'un qui veut vous joindre pour des événements, pour de conférences, ce qui vient de se dérouler. Donc, c'est très simple, vous allez sur Facebook et vous tapez Change ASBL Belgium, ou vous pouvez me contacter sur l'adresse mail, donc changeasbl@gmail.com. D'accord. Merci à vous, merci l'équipe, merci à Dido. On vous dit au revoir et on se retrouve quand vous voulez sur bientôt. Congo Sukisa TV. Encore des surprises parce qu'on est loin d'avoir apporté encore le changement final. Donc c'est-à-dire que le changement commence seulement et on n'est pas encore arrivé. Mais on ne peut pas arriver sans vous. Donc là, nous, on pousse les gens à venir aussi s'allier à nous et nous accompagner dans cet effort, dans ce travail. Et si on est ensemble, si les Congolais sont unis, si les Africains sont unis, je crois qu'on va reprendre le titre qu'on mérite. Merci Dido. Bon voilà, merci chers internautes. Nous venons d'assister à la conférence telle que je l'ai dit, je l'ai annoncé au début. Là, c'était le Change ASBL. Avec eux, nous avons clôturé la conférence et merci, au revoir.